Général Desportes, c'est très intéressant de voir ça, n'est-ce pas? On a compris avec le représentant du CIR ce très grand désespoir à Gaza, mais il y a aussi toujours la crainte de partir et de ne pas pouvoir revenir chez les Palestiniens. Il y a cette crainte, et puis moi je ne suis pas du tout sûr qu'ils en aient la possibilité, parce que pour l'instant la frontière est fermée, et je ne suis pas du tout sûr que le président Sisi ait envie d'ouvrir cette frontière. On sait bien le mal qu'il a eu d'abord on se rappelle qu'il a renversé le président Morsi, qui était finalement l'émanation des frères musulmans, et il craint beaucoup qu'une population palestinienne qui viendrait en masse en Égypte déstabilise son propre pouvoir. Le Hamas est là, qui tient la bande de Gaza. Il faut bien dire, n'est-ce pas, militairement, ce que ça représente comme enjeu. Le Hamas est une puissance politique, totalitaire. C'est un régime évidemment très très criminel, mais qui a des moyens militaires importants. On l'a vu le 7 octobre et ils tiennent la bande de Gaza. Bien sûr, d'où la véritable question de ce que pourrait réaliser une percée terrestre, une offensive terrestre israélienne. C'est pour ça que tous les gens raisonnables, qui ne sont pas sous les coups de la passion de la passion et du désir de vengeance, cherchent à retarder, voire à faire en sorte qu'elle n'arrive pas. C'est le cas des États-Unis qui le font sans le dire. C'est le cas du président Macron qui a dit aujourd'hui toutes les conséquences très graves que pourrait avoir une opération terrestre. Alors pour l'annuler, ça semble très peu probable, mais vous avez raison de le dire, notamment la presse américaine rapporte beaucoup d'informations off en général, mais les off de la presse américaine sont souvent bien informés, selon lesquels les États-Unis essaieraient de retarder un peu l'opération, aussi pour les otages évidemment. Pour les otages, moi je ne suis pas absolument sûr qu'elle ait lieu, parce qu'on a une lutte aujourd'hui entre Tsahal, qui veut aller rapidement pour quelque part faire oublier son échec majeur du 7 octobre, échec en termes de renseignement, échec en termes opérationnels, parce qu'elle n'est pas intervenue rapidement, et puis on a le Premier ministre Netanyahou qui se pose des questions. Et pardon, je vous interromps, c'est un débat assez important pour qu'à l'instant, Joe Biden se sente obligé de démentir le fait qu'ils aient demandé aux Israéliens de retarder la chose. Ils disent simplement, c'est la décision d'Israéliens, nous n'avons rien exigé. Non, il n'exige pas. Mais chacun sait que ce sera un massacre, ce sera un bourbier, ce sera probablement une catastrophe humanitaire, morale, stratégique, et que c'est une logique perdant-perdant. Et le grand problème de cette offensive, le président Biden l'a dit, c'est que derrière, que va-t-on faire? Et il rappelle les erreurs magistrales des Américains en Irak. Ils ont gagné la guerre, ils ont totalement perdu la paix parce qu'ils ne l'avaient pas pensé. Mais pourquoi dites-vous perdant-perdant? Je suis frappé de ça chez certains généraux français. Le général Yakovlev était à votre place il y a quelques jours. Même chose, il a l'air d'un très grand scepticisme sur cette opération, alors qu'on se met à la place des Israéliens. Ils viennent d'être attaqués par un groupe islamiste qui a tué 1400 personnes au moins, et on leur dit attention, il faut être prudent, ce sera perdant-perdant. Non, mais c'est deux choses différentes. Un, Israël a le droit de se défendre. Deux, on comprend la passion et, disons-le, le souci de vengeance. Mais la loi du Ils le disent, n'est-ce pas? D'ailleurs, le Premier ministre Netanyahou lui-même prononce le mot de vengeance sans barguigner. La vengeance, l'esprit de vengeance est dangereux parce qu'il empêche de faire de la stratégie. Qu'est-ce qui serait le pire pour Israël? C'est que devant le tollé international que ne manquerait pas de soulever les milliers et les milliers de morts gazaouis qui s'accumuleraient, eh bien, Israël soit obligé d'arrêter cette offensive au milieu. Et puis, cela étant, pardon général, en dehors du débat vengeance ou pas vengeance, le fait est que éradiquer, détruire pour de bon et pour toujours le Hamas, ça garde un sens toujours. Écoutez, vous pourrez réagir. Mais ça n'est pas possible. Mais ça n'est pas possible. Est-ce possible? Écoutez ce que dit Netanyahou à ce sujet, vous commenterez, vous réagirez. Nous nous sommes fixés deux objectifs pour cette guerre. Liquider le Hamas par la destruction de ses capacités militaires et gouvernementales. Et faire tout ce qui est possible pour ramener les otages à la maison. Toutes les personnes du Hamas sont des hommes à abattre, au-dessus de la terre, dans les souterrains, dans Gaza et hors de Gaza. Voilà ce que dit Israël. Pourquoi vous, général, comme le général Yakovlev l'autre soir, dites-vous « Ah, c'est pas possible d'éradiquer le Hamas » ? Bon, d'abord, le Premier ministre Netanyahou ne peut pas dire autre chose. Bien sûr. Et donc, il le dit. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Hamas? C'est d'abord un réseau et c'est une idéologie.
C'était exactement l'erreur des Américains qui partaient en guerre contre le terrorisme. Ça n'est pas possible. Les chefs du Hamas, et pas tous parce que beaucoup sont au Qatar pour mourir, des installations du Hamas pour mourir, mais l'idéologie qui dit Israël doit disparaître, cette idéologie-là ne partira pas. Et donc, quelqu'un reprendra ce flambeau-là. Donc, mais en attendant, pardon, ce sont des années de gagner, des vies sauvées, la lutte contre le terrorisme, on sait bien qu'elle est sans fin. Mais en attendant, vous répondront les Israéliens, les Américains, tout ce qu'on peut gagner, tous les islamistes tués, c'est tout ça de gagner. Oui, d'accord, mais le problème, c'est le problème du coût, si vous voulez. Qu'est-ce que ça va coûter? Si détruire le Hamas, ça coûte 100 000 tués gazaouis, ce sera totalement contre-productif pour Israël. Il faut se rappeler deux dernières grandes batailles urbaines. Prenons la bataille de Mossoul. 2016, les Américains vont se battre un an pour prendre Mossoul, qui est beaucoup plus petit que Gaza, au prix de au moins 10 000 morts à l'intérieur de Mossoul. Prenons un exemple que vous connaissez mieux parce qu'il est plus récent, et moi aussi, c'est l'exemple de Mariupol. Les Russes vont se battre 3 mois, détruire totalement Mariupol, au prix probablement de 20, 30 000, 40 000 morts ukrainiens. Donc on voit bien que le combat en zone urbaine est l'entreprise militaire la plus risquée. D'autant que les habitants de Mariupol ne s'étaient pas préparés à cette affaire-là. Les soldats du Hamas attendent depuis longtemps cette riposte, ont préparé la riposte, ont accumulé les moyens, ont reçu de l'Iran du matériel moderne. Alors ce qui va, pardon, je vous interromps, mais ce qui va dans votre sens, parce que ce sont les développements que nous avons ce soir avec encore à l'instant de nouvelles informations, c'est cette incursion maritime tentée par le Hamas. Ils n'ont pas réussi, les Israéliens ont réussi à y mettre terme et ils ont détruit le commando qui cherchait à le fermer. Le Hamas a une capacité de nuisance, encore, n'est-ce pas, après tout ce qu'ils ont commis, ils ont tenté une opération maritime pour entrer sur le territoire israélien par la mer. Ça montre qu'effectivement, comme vous le dites, le Hamas a une capacité de combat considérable. Et ça montre en particulier qu'ils ne sont pas apeurés, qu'ils ne sont pas acculés. Ils ont encore des tentatives de manœuvres agressives vis-à-vis d'Israël. Ça prouve bien qu'ils vont se défendre bec et ongle. Quelqu'un à qui on a assuré que quoi qu'il arrive, il allait mourir, il va se défendre. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout sûr que si cette opération est lancée, elle réussisse, et elle réussisse suffisamment rapidement pour que l'opinion internationale n'impose pas à Israël de s'arrêter. Cela étant, pardon, est-ce que Israël a le choix? Les Israéliens, en vous entendant, diront, voilà le défaitisme d'un général français qui dit « Oh, ça va être compliqué, on va se faire beaucoup d'ennemis, ça va être une fabrique de la haine ». Eux disent « Tout ça est vrai ». Mais il demeure qu'on n'a pas le choix. Non, mais je comprends ça. Ils se disent on doit y aller. Et peut-être que nous-mêmes, nous aurions eu de l'ordre de 50 000 victimes, ce qui correspondrait à peu près vis-à-vis de la population, 15 000 victimes. Dans un attentat, il est clair que la France aurait eu une volonté de vengeance, très sûrement. Mais c'est là la grandeur des vieilles nations, que de savoir prendre du recul et de comprendre que toute solution est d'ordre politique. Vous êtes quand même un peu oublieux là. Je vous rappelle quand même que la France a bombardé le groupe État islamique, évidemment avec raison du point de vue des démocraties libérales. Quand le groupe État islamique a fait couler le sang à Paris en novembre 2015, la France a fait bombarder le groupe État islamique. La France a tué un certain nombre de dirigeants du groupe État islamique, évidemment à bon droit. Mais il s'agit de deux choses différentes. La solution qui va apporter la paix, parce que c'est ce qu'on cherche finalement, elle s'établira bien entre le peuple palestinien et le Hamas. Vous le savez bien comme moi, n'est pas le peuple palestinien, et l'État d'Israël. La guerre doit produire un état de paix meilleur que le précédent. Moi, ce que je crains, c'est que les conditions politiques qui sont créées à l'issue de cette offensive terrestre seront bien pires et qu'elles ne permettront plus pendant très longtemps d'établir la paix. Et donc, c'est pour ça que je dis perdant, perdant. Perdant pour le Hamas, mais probablement perdant pour Israël, mais au-delà de ça, perdant aussi pour l'Occident, qui va être pris dans ceux qui reprochent à juste titre au président Poutine de ne pas respecter le droit international et qui, quelque part, et sûrement même auront soutenu Israël, qui, quelque part aussi, de manière obligatoire, sera obligé de passer à côté de ce droit. On revient à cet éternel débat. Est-ce que les Israéliens ont tort ou raison de continuer à penser qu'il vaut mieux être même détesté par son ennemi, mais au moins craint? Dans les guerres de 67, de 73, ils ont toujours fait ce pari que, de toute façon, ils ne seront pas aimés par les peuples arabes, ils ne seront pas aimés par les Palestiniens, donc il faut aller au combat, jusqu'au bout.
Très bien. Alors ça, c'est le pari qui a été tenu jusqu'au 7 octobre. D'accord ? On a dit, on oublie le problème palestinien, on fait peur, et on croit avoir fait tellement peur que jamais le Hamas attaquera. La riposte, c'est le 7 octobre. Donc, ça ne marche pas. Et donc, il y a quand même peut-être une autre solution, celle que prône non seulement le président Macron, mais au fond, tous les diplomates de bon sens. Il faut bien arriver à une solution à 2 États. Et cette solution à 2 États sera d'autant plus compliquée à mettre en place que les destructions et les morts qui seront la conséquence de cette attaque terrestre... De toute façon, c'est très loin. On va pas défiler dans les rues de Gaza avec des porte-voix en disant « Rassurez-vous, on va créer 2 États un jour, dans 50 ans. » Oui, 2 États, bien sûr. Tout le monde, enfin, beaucoup de gens sont pour 2 États, mais quand ? Mais quand ? Vous savez, c'est bien ce qu'a dit le président Macron. Il dit, OK, si vous y allez... Il a dit, si c'est des opérations ciblées visant uniquement le Hamas, mais en même temps, il faut une solution politique. Allons-nous faire les mêmes erreurs qu'en Ukraine, en ne comprenant pas qu'il faut à la fois conduire la guerre, exercer des pressions et en même temps chercher une solution politique ? Général Desportes, en tout cas, l'axe islamiste se renforce. Et là, on peut rejoindre ce que vous dites sur la capacité de force du Hamas. Le Hamas qui fait alliance encore plus avec le Hezbollah et avec le djihad. Une image en témoigne, c'est cette image évidemment terrifiante pour les Israéliens et pour les démocraties occidentales. Ce sont 3 acteurs, n'est-ce pas ? Ils ont beaucoup de sang sur les mains accumulés, très liés à l'Iran. D'ailleurs, évidemment, on voit surtout le Hezbollah, n'est-ce pas ? Là, il y a les 2 dirigeants, Khomeini, le dirigeant historique iranien, et Khamenei, son successeur, n'est-ce pas, le guide suprême. Cette réunion-là, c'est pas la première, mais en ce moment, c'est évidemment un facteur inquiétant. Évidemment, c'est un facteur inquiétant, et c'est ce que cherche le Hamas. C'est bien un embrasement général. Le Hamas est dirigé par des gens intelligents qui savaient parfaitement ce qui allait se passer, et ils veulent entraîner Israël, voire l'Occident, dans la spirale de la violence et commettre de telles atrocités qu'il n'y ait aucun retour en arrière possible. La spirale de la surenchère et de la haine, parce qu'il faut le rappeler, ce sont des combattants islamistes, n'est-ce pas ? C'est très différent de combattants traditionnels palestiniens, très honorables, qui se battaient les armes à la main contre d'autres soldats. Ça, c'est autre chose. C'est la guerre respectable. On n'est pas là. Ce sont des islamistes, la haine. C'est la haine. Et ce sont des gens qui souhaitent la destruction d'Israël. Qui le souhaitent, comme l'Iran d'ailleurs, comme l'Iran. Et donc, la question est, au fond, quelle est la meilleure solution pour sortir de ça ? Et je pense, ce qu'on sait, si vous voulez... Moi, je suis prof de stratégie. La stratégie, elle n'est jamais faite contre, elle est faite pour. Et donc, il faut avoir un projet derrière. Et pour l'instant, le projet israélien, en dehors de la destruction du Hamas, on ne le voit pas. Donc, détruire le Hamas, mais quelle solution propose-t-on ? Gérald, si on est franc, est-ce que les Occidentaux, y compris ceux qui se donnent bonne conscience en disant on voudra 2 États, on voudra la paix, eux-mêmes, est-ce qu'ils ont davantage de projets, à part répéter ça, ce qui se dit depuis des décennies ? Et beaucoup de Palestiniens, aussi bien que les Israéliens, savent bien que, de fait, pour l'instant, c'est un peu du vent. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que nous, Occidentaux, portons une responsabilité dans cette affaire-là. C'est que la résolution de 1947, qui voulait créer un État palestinien, elle n'a jamais été respectée de la part des extrémistes palestiniens et des extrémistes israéliens. Mais de l'autre côté... Depuis que les processus de paix ont été lancés, les grandes puissances ont petit à petit abandonné. Aujourd'hui, nous commerçons, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Europe. Nous commerçons, nous dialoguons avec Israël sans chercher à lui faire produire une solution sur laquelle on peut bâtir la paix. Il y a eu un abandon des grandes puissances, un déni. Nous avons regardé ailleurs, un peu comme on a fait en Ukraine d'ailleurs, un peu comme on a fait en Ukraine. Et cette démission, elle est sûrement une des causes des massacres horribles du 7 octobre. L'Iran en embuscade, écoutez, Khamenei, on le voyait sur le cadre, sur la photo qui parrainait en quelque sorte comme une icône, là, les 3 islamistes, les 3 mouvements islamistes. Khamenei s'exprime en mettant la faute sur les Américains. À Gaza, l'Amérique est définitivement complice des criminels, c'est-à-dire de ce crime. Les mains de l'Amérique sont souillées par le sang des opprimés, des enfants, des patients, des femmes et d'autres personnes. En fait, les États-Unis dirigent d'une certaine manière le crime qui est en train d'être commis à Gaza. Général
Alors les portes, ça c'est là. Sans dire d'abord que je ne suis pas du tout d'accord à ce qui vient. Oui, mais ça on le pense bien. Non, mais que ce n'est pas du tout le problème. Non, mais ça, je ne pense pas que qui que ce soit d'accord, non, parce que ne pense ça. Ça n'empêche pas de penser que l'Occident a la communauté internationale, pas l'Occident. Nous avons tous une part de responsabilité. À l'égard de tous, alors, Palestiniens et Israéliens. Les deux, à l'égard d'Israël. Quand M. Trump, quand le président Trump déplace son ambassade à Jérusalem, quand il encourage la colonisation incendiaire de la Cisjordanie, eh bien, si vous voulez, il porte une part de responsabilité. On ne peut pas dire le contraire. Et donc, nous sommes quand même nombreux à ne pas avoir compris que, dont moi probablement, que ça pouvait démarcher sur cette affaire-là. Nous avons fermé les yeux, nous avons regardé ailleurs, nous n'avons pas compris la haine qui était en train de grandir, nous n'avons pas compris que le jeu d'Israël qui favorisait le financement du Hamas était évidemment, qui affaiblissait l'autorité palestinienne, était évidemment un jeu dangereux. Si on est un peu cynique, beaucoup de dirigeants occidentaux dans l'histoire ont rêvé de faire la paix entre Israéliens et Palestiniens parce qu'ils rêvaient d'avoir un prix Nobel de la paix, etc. Depuis des années au moins, on se disait l'affaire est perdue, ça a l'air relativement calme, ne nous en mêlons pas. C'est aussi ça, l'arrière-pensée qui existait chez beaucoup d'Occidentaux. Exactement, je parle de démission. Je parle de démission des grands. Les grands qui avaient une part de responsabilité. Les États-Unis ont une responsabilité un peu particulière parce qu'à partir de la chute du mur, c'est eux, en quelque sorte, qui étaient les grands mentors de cette affaire israélo-palestinienne. Et petit à petit, ils se sont désengagés de cette affaire. Ils se réengagent. Les images en témoignent, les chiffres en témoignent. 60 000 hommes dans la région, les deux porte-avions, n'est-ce pas, l'Eisenhower et le Ford. C'est très intéressant de voir les propos de Khamenei. C'est pas la première fois que l'Iran manie cette espèce de logorée haineuse contre Israël, mais c'est la première fois que aussi vite les Américains réagissent. Ils prennent très au sérieux le danger iranien en particulier. Alors, ils le prennent très au sérieux et ce dont ils ne veulent pas, c'est un embrasement général. Donc, c'est des porte-avions qui sont là pour dissuader, pour expliquer à l'Iran ne vous en mêlez pas parce que vous en souffrirez. Et donc, c'est efficace contre l'Iran. Est-ce que c'est efficace contre ceux qu'on a vus tout à l'heure, les trois larrons, c'est-à-dire Hezbollah, Djihad, Hamas, qui eux, évidemment, sont des petits groupes beaucoup plus mobiles que l'Iran? Écoutez, moi je pense que ça peut l'être. On se rappelle en tout cas que les États-Unis, et la France d'ailleurs, n'ont pas hésité à s'engager dans la guerre du Liban, et ça s'est traduit de manière tragique à la fin des années 70. Donc il y a une possibilité d'action. Mais pour l'instant, les porte-avions sont là pour dire à l'Iran, on va régler le problème, ne rentrez pas dans ce jeu-là parce que vous en souffrirez. Et il est évidemment que l'Iran, comme la Russie, ont intérêt à la déstabilisation de l'Occident. Mais en même temps, l'Iran n'est pas forcément si fort que ça, parce que le régime des mollahs, le régime des ayatollahs est un régime affaibli et qui ne se sent peut-être pas le courage d'aller affronter maintenant frontalement la puissance américaine. L'Iran les États-Unis font un très grand effort. Ces porte-avions, mais aussi des conseillers spéciaux, mais aussi, c'est maintenant un secret de polichinelle, beaucoup de forces spéciales, d'officiers du renseignement américain qui se déploient. Il y en avait déjà beaucoup dans la région, mais ils sont visiblement conscients qu'il y a un risque de guerre à la fois longue et très étendue. Absolument, ils en sont conscients. Donc, ils cherchent à l'arrêter. Et je crois que eux, comme je l'ai dit, s'il y a cette offensive terrestre, vous avez raison de dire qu'elle est quand même très probable, il est important qu'elle soit menée le plus rapidement possible, le plus proprement possible. Et je rappelle que les Américains ont aujourd'hui une expérience de la guerre urbaine que n'ont pas les Israéliens, hélas. Mais on a vu aussi, revenant sur les Américains, que la guerre en Irak a quand même eu, parce qu'elle n'avait pas été pensée en fonction de la paix, mais en fonction uniquement de la guerre, elle a eu des conséquences terribles sur le Moyen-Orient. Et je pense que c'est ce qu'a dit Biden. Ne faites pas la guerre comme on l'a fait juste pour détruire, mais ne laissez pas parler la vengeance pure, mais essayez de construire quelque chose. Dans tous ces facteurs de désordre s'ajoute un autre, et Dieu sait si c'est un facteur important, la Turquie, membre de l'OTAN, la Turquie, puissance régionale, et plus que ça même, avec ses propos d'Erdogan qui évidemment résonnent dans le monde entier. Le président Erdogan fait l'éloge du Hamas en des termes extrêmement vifs. Il en parle même comme de groupe de libérateurs. On va entendre sa déclaration. Le Hamas n'est pas un groupe terroriste. C'est un groupe de libérateurs et de moudjahidines qui se battent pour protéger leurs terres et leurs citoyens.
Général Desportes, on mesure la puissance de cette déclaration. On parle d'un membre de l'OTAN. On est dans la même alliance. Les Français sont dans la même alliance. Les Américains sont dans la même alliance. Or, le Hamas vient de tuer 31 Français, des dizaines d'Américains. Et dans la même alliance, on a quelqu'un qui dit « Bravo le Hamas ». Ça fait combien de temps que M. Erdogan joue à ce jeu, étant un peu pour la Russie, un peu avec nous, attaquant des zones dans lesquelles les troupes françaises étaient présentes, etc. Et on le laisse rentrer, on continue à l'avoir au sein de l'OTAN, etc. C'est un danger pour l'OTAN. Mais c'est un danger pour l'Occident. Il est opposé à l'Occident. Et évidemment, il y a toujours une démarche d'empire dans sa tête. Et c'est pour ça que tout ce qui déstabilise l'Occident, tout ce qui lui fait du mal, est pain béni pour le président Erdogan. Et n'oublions pas que son idéologie première, c'est bien l'idéologie des frères musulmans. Et que donc, après un petit temps où il a tergiversé, qu'il se retrouve fondamentalement en faveur du Hamas, ne peut surprendre personne. On lit ici, le Hamas, dit-il, n'est pas une organisation terroriste, c'est un groupe de moudjahidines qui se battent pour défendre leurs terres. Effectivement, après la mort de 1400 personnes, dont tant d'Occidentaux, dont tant d'alliés dans l'OTAN, il y a quelque chose là comme une provocation encore plus grande que tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Absolument, et j'espère que cette fois-ci, on en tirera les conséquences. Rappelez-vous quand M. Erdogan lâchait des milliers de réfugiés pour faire peur, pour faire pression sur l'Europe, etc. Nous le connaissons et nous continuons à jouer avec lui et à accepter de dialoguer. Comprenons ce qu'il est. Il est candidat à entrer dans l'Union européenne. Son ambassadeur le disait sur notre plateau il y a quelques semaines encore. Il rappelait qu'ils sont toujours candidats théoriques. Bon, peu de chance que ça se fasse, d'autant moins après ça, mais enfin théoriques pour entrer dans l'Union européenne. L'Europe, c'est un peu l'ardoise magique. Erdogan fait des saloperies, on efface, on oublie, on recommence. Et je crois qu'un jour ou l'autre, il faudra quand même faire l'addition des décisions et des propos qu'a tenus M. Erdogan et de dire non, vous n'êtes pas des nôtres, désolé. Le danger pour vous d'Erdogan dans l'OTAN, qu'est-ce qu'il représente ? Quand on se représente, n'est-ce pas, la carte de l'OTAN, la place de la Turquie, elle joue un rôle capital. Il y a tant d'avions en cas de guerre qui partiraient du sol de la Turquie. Oui. Tant que la Turquie reste dans l'OTAN. Mais je crois que la Turquie a surtout un pouvoir de nuisance. On l'a bien vu au moment où la Finlande et la Suède voulaient rentrer dans l'OTAN. On voit bien qu'il n'a pas arrêté de mettre des bâtons dans les roues. Et il est bien, c'est tout à fait Erdogan. Il est sur une politique étrangère fluide, sur une politique opportuniste, et il joue en permanence sur les deux tableaux pour continuer à pousser les intérêts de la Turquie qu'il veut éternelle, et elle le sera, bien sûr.